À vos téléphones à nouveau, on va vous proposer de répondre au post-test sur la question statine. Pour vous connecter, c'est sur wooclap.com, à moins que vous y étiez toujours connecté. Et le code, c'est statine. Est-ce que vous êtes au clair sur la procédure? wooclap.com, code statine. Ah oui, vous êtes très au clair. Très au clair. Bon, alors si on compare par rapport à vos résultats de tout à l'heure, nous étions à peu près à 28% pour aucune, 10% pour 0,7, 36% pour 1 gramme, et le reste était au-dessus de 26%. Alors quand on voit ces résultats... Y a-t-il un cardiologue dans la salle? Oui. Pour information, vous étiez 2 à avoir mis inférieur à 1,9 tout à l'heure. Quand on voit ces résultats, on voit que vous êtes rassuré sur la question de la cible de LDL. Et on a déjà réussi ça aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Mais ça me rappelle cette phrase du MSU Edgar Morin qui disait « L'allumette qu'on allume dans le noir ne fait pas qu'éclairer un petit espace. Elle révèle aussi l'énorme obscurité qui l'entoure. Et soudain, on se sent peut-être un peu seul face en effet à d'autres situations auxquelles nous allons être confrontés. Que ferons-nous quand un patient, un adolescent nous demandera s'il doit suivre la recommandation et prendre de la vitamine D jusqu'à ses 18 ans? Qu'est-ce qu'on fera dans d'autres situations où on nous posera des questions où en fait on ne saura pas, on ne sera pas nécessairement d'accord? C'est déclinable à l'infini. Et en effet, il est probable que nous soyons obligés d'assumer cette compétence de lecture des recommandations, de lecture de la littérature. Et comme disait un collègue manager, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais je déteste cette phrase. Mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a plusieurs freins. Il y a plusieurs freins à cette démarche. Tout d'abord, la facilité. C'est quand même plus simple de se référer en effet à une recommandation et l'appliquer. Il y a le poids social, Yves-Marie l'a précisé. Mais il y a aussi le conformisme en fait. Je fais comme les autres, ça provoque des inerties. Il y a une sorte de grégarité qui l'emporte. Et pour lutter contre ça, ça demande quand même une énergie considérable. Ce n'est pas juste une énergie du temps passé, c'est en fait aussi la capacité d'assumer de faire ce choix, de faire ce pas de côté, qui peut provoquer une dissonance cognitive, comme l'a rappelé Rémi. Et je crois que c'est très important de se rappeler qu'on est tous confrontés à un moment donné entre ce que je devrais faire et ce que je fais. Ceux qui sont en gueule de bois aujourd'hui le savent très bien. La seule solution peut-être pour y arriver, c'est en effet d'être nombreux à craquer ces allumettes, parce que ça nous permettrait à tous d'y voir plus clair, et aussi de le faire régulièrement, parce que sinon vous vous brûlez les doigts si vous gardez l'allumette trop longtemps dans la main. Mais je sais que parfois, on est trop souvent à se rappeler à des vœux, à des résolutions du 1er janvier qui s'achèvent au 2 janvier. Et donc peut-être que pour savoir ce qui pourrait nous pousser à y aller, c'est que si on a conscience de cette complexité, on peut aussi avoir conscience qu'elle nous oblige. Elle nous oblige au moins pour 2 raisons. La première, c'est nos patients. Parce que je vous rappelle que pour la majorité d'entre vous, vous avez vous avez déclaré le serment d'Hippocrate, qui dit quand même cette phrase: je promets d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Et elle nous oblige aussi à nous-mêmes. Alors là, c'est moins rigolo. J'ai appelé mon MSU Hannah Arendt, qui nous rappelle, avec sa théorie de la banalité du mal, que parfois ne plus penser, appliquer simplement, sans penser, en s'oubliant, ça peut ramener à être violent, tout en pensant parfois bien faire. Alors oui, on peut aller à la décision médicale partagée, bien sûr, en conscience, comme le rappelait Michel, parce qu'il faut qu'on sache ce que l'on partage, au risque de faire une décision médicale partagée qui serait finalement une déresponsabilisation. Maîtriser cette méthode de lecture, ce que Rémi appelle ce travail d'érudition, ne doit pas, me semble-t-il, être la cerise sur le gâteau de l'ensemble des compétences de la médecine générale. Ça reste un savoir-faire, on l'a vu, un savoir-faire pratique complexe en action. Je pense que je ne suis pas certain de la phrase exacte, je vais me faire taper sur les doigts. Et je terminerai sur cette phrase massive d'un autre MSU Hamburger,
du début du siècle qui disait cette phrase qui fait toujours froid dans le dos, c'est que peut-être que la première condition à l'éthique, c'est la compétence. Je vous remercie et je vous remercie d'applaudir nos intervenants. Qui souhaite se lancer? J'espère que vous vous sentez bien. J'ai pas de questions, mais j'ai juste un truc pour rassurer Rémi. En fait, dans la compétence professionnalisme, ça inclut érudition, donc on est trop au top. Voilà, tout va bien. Disons que je rêve d'un pétale en plus pour le faire ressortir davantage, parce qu'elle est un peu noyée dans le professionnalisme, justement. Voilà, c'est pour ça que je crois qu'on pourrait y réfléchir. Parce que les Canadiens l'ont mis en pétale, et en fait, c'est peut-être pas pour rien. Voilà, c'est une question. Hein, Michel, tu nous diras. Bonjour, Thibaut Pi d'Angers. J'avais une petite question. Vous parliez d'hypercholestérolémie familiale tout à l'heure. J'ai l'impression que j'ai des collègues endocrinos qui, au-delà de 2 grammes de LDL par litre, parlent d'hypercholestérolémie familiale. Quels sont les critères pour parler de ça et qui pourraient faire changer notre prescription de statine liée à ça? Malheureusement, on n'utilise pas les mêmes unités, là, le 2 grammes. Nous, c'est dans millimoles par litre, là, mais il y a des critères précis pour établir, consensuels, là, définis internationalement. Il y a une prévalence assez élevée au Québec, c'est pour ça qu'on est peut-être plus confronté peut-être qu'en France, là. Mais c'est un taux très élevé de LDL, de cholestérol total, et parfois il y a des manifestations physiques, des xanthomes, des xanthelasmas, des arcs cornéens précoces, et surtout une diathèse familiale de maladies cardiovasculaires précoces. Donc, il y a des critères d'âge, ça peut être en bas de 55, 60 ans, selon hommes, femmes. Alors, il y a des repères comme ça, mais le seul chiffre en soi peut être un indicateur quand c'est très élevé. Alors, nous, on parle de LDL au-dessus de 5, 6, on voit 8. C'est des chiffres importants en millimoles par litre. Malheureusement, je ne peux pas te dire exactement. Donc, c'est des taux très élevés de LDL. Et l'histoire familiale et la recherche de stigmates physiques qui aident à définir. Maintenant, il y a des tests génétiques qui se font pour chercher certaines mutations. Selon les pays, il y a des mutations différentes. Mais donc, là, ça devient, à ce moment-là, une approche beaucoup plus agressive, hein, non pharmacologique et pharmacologique. Des fois, dès l'âge, on parle de l'adolescence, des fois, certaines interventions au niveau médicamenteux, du dépistage familial. Donc, il y a une approche orientée vers cette clientèle-là. Nous, à ce moment-là, on a un centre de recherche de maladies lipidiques ou lipidologues qui s'adresse à ces cas particuliers-là. Bonjour, Arnaud Chabardès, médecin généraliste, MSU, près de Toulouse. Je voulais revenir sur le biais de conformité en l'élargissant à un biais de confraternalité. On est toujours en difficulté quand, mettons en notre absence, parce qu'on est à un congrès du CNGE, un de nos collègues met une statine à un patient avec qui on avait pu avoir une décision médicale partagée de ne pas en mettre, mais lui applique la recommandation, ou face à ce cardiologue qui trouve une plaque minime d'athérome, où on ne sait même pas d'ailleurs si on est en prévention primaire ou secondaire, et le patient se retrouve avec un liptrusé plein pot et ordre qui nous est adressé de visée inférieure à 0,6. Voilà, donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a des réponses face à ce biais de confraternalité? Merci. Merci de cette question, parce qu'effectivement, ça va être la principale source de conflit avec nos collègues, que je voudrais anticiper ici. Je n'en ai pas parlé dans la présentation, mais vous savez que la recommandation la prise en charge du risque des patients à risque cardiovasculaire est en cours avec la HAS, dont la présidente est le professeur Clarisse Dibaoudina, généraliste, et en fait va probablement applique la méthode GRADE et tous les critères de qualité dont on vous a parlé, et va arriver probablement aux conclusions qu'on vient de vous présenter, sans dévoiler bien sûr ces résultats qui ne sont pas encore publiés.
Et en fait, on va se retrouver en conflit avec les autres sociétés savantes sur cette question-là. Et donc, c'est pour ça que nous avons choisi de faire une plénière sur ce thème précis pour que vous ayez, en fait, quand il y a un désaccord entre des experts, qu'est-ce qui va résoudre la question? C'est la méthode, en fait. C'est bien pour ça qu'on prend ce temps-là de 2 heures avec vous pour vous donner les arguments, les repères, les critères qu'il va falloir discuter avec nos collègues et amis parfois locaux qui, pour le coup, peut-être voilà, ils se trompent. Il faudra vraiment, ça sera un appel à appliquer la nouvelle recommandation, les recommandations françaises des soins primaires, donc de l'HAS, et en discuter avec les collègues. En se rappelant, je le répète, ici, la prévention cardiovasculaire primaire, c'est la spécialité, la médecine générale. C'est un problème de médecine générale. À chaque fois, à chaque congrès, je le dis, c'est nous, les spécialistes de ces problèmes-là, de ces patients-là. C'est pas les cardiologues. Il ne faut pas qu'ils aillent voir les cardiologues pour ça. Je suis désolé. Ils se plaignent qu'ils n'ont pas assez de temps pour voir. Ils sont débordés comme nous. On ne va pas les encombrer de patients qui sont en prévention primaire, mais ça perd son sens. Il faut arrêter ça. Ça va résoudre déjà les problèmes. Mais bien sûr, ça ne va pas tous les résoudre. Et je vous invite à déjà préparer dans vos territoires des discussions avec eux. Après, en pratique, face au patient, ça développe l'intérêt de discuter avec lui. Si tu lui expliques pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu ne fais pas ça, ben franchement, du coup, il va comprendre un peu les implications. Et même s'il ne saisit pas trop la science, parce que c'est quand même parfois un peu compliqué pour ceux qui ne comprennent pas, entre un médecin qui cherche à t'expliquer pendant 5 ou 6 minutes le pourquoi de la raison et le spécialiste d'organes ou le collègue qui va juste dire « tenez, prenez tel médicament », il va vite faire la part des choses. Donc, sans mettre en difficulté le collègue en disant « non, il est nul, il n'a pas bien fait », tu dis juste « écoutez, je ne sais pas ce que mon collègue il a fait. Moi, regardez, j'ai appliqué telle méthode, je me suis donné de la science. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la science ?» Enfin, voilà, en discutant, tu peux résoudre ces problèmes sans te mettre à dos les confrères. Je rajouterais que l'histoire a montré que, et c'est une discussion qu'on avait l'autre jour, Yves-Marie, l'histoire a montré que si on se fie à ce genre de méthode, généralement, le temps montre que l'on a raison. Bonjour. Alors en fait, Raphaël Forgeot de Poitiers, ma question rapprochait vachement celle de mon collègue précédent sur la confraternité, parce que moi, ça fait déjà longtemps que je freine des cas de fer sur les statines en prévention primaire et que je l'explique à mes internes et que je suis très en difficulté pour aller contre l'avis du grand spécialiste de cardiologie. Mais du coup, vous avez répondu et comme je m'étais quand même levée, je vous remercie pour vos présentations. Alors, merci beaucoup, c'est gentil. L'HAS donc, va nous aider, évidemment. Enfin, vous voyez bien que là, il va y avoir un appui à ces pratiques qui vont être, très utiles pour pouvoir justement discuter. Quand vous aurez les recommandations écrites, vous pourrez dire les recommandations actuelles disent ça. Mais vous voyez, c'est aussi un trompe-l'œil parce qu'on refait appel à un argument d'autorité. Ce que je voudrais vraiment qu'on évite, c'est de dire l'HAS a raison, un tel a raison. Revenez aux sources et discutez des sources. Et peut-être que là, il y aura un entendement. Mais en fait, sinon, ça sera toujours des arguments d'autorité. Il y aura toujours qui a le plus d'autorité? L'HAS, l'European Society of Cardiology, les Américains, les Anglais. Comment on va faire? Revenez aux sources. Bonjour. Je n'ai pas de questions à poser, j'ai juste une remarque à faire. Vous vous souvenez, je m'appelle Denis Pouchin, je fais partie de la section EHPAD du CNGE. Parce que j'étais là en 1983. Donc c'est pour ça que je suis à l'EHPAD du CNGE. Je voulais juste faire une recommandation. Vous vous souvenez que lors de la plénière d'ouverture, Olivier a parlé des mots. Et nous, on parle de recommandations. Et dans recommandation, il y a commandé. Et qu'une recommandation, ce n'est pas quelque chose qu'il faut appliquer, mais c'est quelque chose qu'il faut utiliser pour décider. Ce n'est pas la même chose. Voilà, je voulais juste faire cette remarque. Et qu'il faut arrêter de parler de recommandations et parlons de guide de pratique comme les Québécois. Merci. Bonjour, je suis Bernadette Zambon, je viens de Versailles-Saint-Quentin.
Moi, j'ai une question par rapport à comment on calcule l'espérance de vie gagnée sous statine. Je m'explique, un patient à qui on a instauré à 60 ans une statine en prévention primaire parce qu'on a jugé que le risque et que la prescription était adaptée, quand est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on l'arrête à 75 ans parce qu'il n'y a plus d'études qui sont à cet âge-là, ou en prévention secondaire, quand on a un patient qui a déjà fait un AVC ou un accident cardiaque, quand est-ce qu'on... surtout quand il gagne en âge et qu'il gagne en nombre de médicaments sur son ordonnance, voilà, quand est-ce qu'on arrête ces médicaments-là? Il y a une des questions du guide, des sous-questions concernant la personne âgée, où il y a peu de données, malheureusement, mais il y en a quand même jusqu'à 75 ans, à peu près 80 maximum. Donc, il y a une de ces questions-là qui est détaillée dans le guide, mais les évidences sont encore limitées. Mais ce qui ressortait beaucoup, c'est... puis il y a une étude d'importance qui s'en vient dans les prochaines années. Donc, on n'a pas encore l'essai clinique randomisé majeur qu'on attend. Ceci étant dit, ce qui était assez clair, c'est qu'en haut de 75 ans, il y a peu de place à estimer le risque. D'ailleurs, tous nos outils de risque de calcul, Framingham, SCOR et tout ça, ne sont pas applicables pour les personnes 74 ou 75 ans et plus. Donc, des fois, le réflexe de mettre le score en voulant bien faire, bien, ils vont scorer, excusez l'expression, ils vont coter élevé, presque seulement étant donné l'âge. Vous comprenez? Donc, c'est non applicable. Donc, pas d'estimation systématique du risque cardiovasculaire en haut de 75 ans. Ça, c'est une des suggestions. Ensuite, pas parce qu'on a 75 ans qu'on arrête la statine non plus. Surtout pas en prévention secondaire. Hein? Encore la nuance, là. Quelqu'un qui a déjà eu un événement, parce que 75 ans, on arrêterait sa statine, non. C'est plus, on peut la poursuivre jusqu'à 85 ans, et là, il n'y a plus de données du tout après 85 ans, vous comprenez. Mais donc, il ne faut pas non plus, parce que tel âge, on retire la statine, surtout pas en prévention secondaire. En prévention primaire, de débuter une statine à 75 ans, là, ce qu'on suggérait, c'est généralement, généralement, ce n'est pas démontré utile de commencer, d'estimer le risque et de commencer une statine après 75 ans, mais quelqu'un à 75 ans jusqu'à 85 ans, qui est en ambulatoire, qui est en bonne santé générale, ben, pourrait, si il y avait plusieurs facteurs ou tout ça, de discuter avec lui de la prise d'une statine. Vous comprenez? Il y a comme un espace pour pas non plus, vu qu'il n'y a pas de données suffisantes non plus, il n'y a pas de fermeture entre 75 et 85 ans parce qu'il y a des données jusqu'à 85 ans. Est-ce que ça répond? En tout cas, mais on est dans le plus flou ici, hein, mais oui, comme repère, ça serait ça que le guide a tenté de dégager. Je rajouterais deux choses, Michel. D'abord, cette question, il faut se la poser pour l'ensemble des traitements. On se la pose beaucoup pour les statines, et à juste titre, mais ça veut dire que si on se la pose pour les statines dont le niveau de preuve est le plus élevé aujourd'hui dans les médicaments en prévention cardiovasculaire, bah, posez-vous la question pour les autres. Et du coup, c'est déjà une bonne démarche de se poser les questions, de savoir si on peut arrêter un traitement. C'est toujours une bonne démarche. Ensuite, on sait que les statines ont un intérêt aussi dans la réduction des AVC et des infarctus. Ce n'est pas que pour prévenir pour réduire la mortalité totale. La réduction des AVC est un objectif thérapeutique pertinent. Quand on traite d'une hypertension artérielle, l'objectif, c'est aussi les AVC. Donc vous voyez, d'éviter les AVC, qui sont une maladie quand même assez terrible. Et que, donc, c'est pas dans une zone où on n'a pas d'essai randomisé, de ne pas instaurer, ça peut se discuter, d'arrêter, c'est pour moi pas une priorité. J'ai envie de dire, ça dépend ce que le patient, si c'est une contrainte pour lui de le prendre, est-ce qu'il est observant, est-ce qu'il a des effets indésirables, mais il n'y a aucune indication à l'arrêter formellement, et en particulier de la statine. Si c'est bien le dernier médicament que personnellement j'arrêterais en prévention cardiovasculaire.
Mais c'est un avis d'expert. Et alors, dernière chose, attention, c'est la question de l'extrapolation. C'est une question scientifique qui est un petit peu difficile. Quand vous avez des données chez les hommes de 50 à 70 ans, est-ce que vous avez le droit d'extrapoler les bénéfices observés chez les femmes de 80 ans? Cette question-là, c'est une très bonne question scientifique. Elle est très difficile à résoudre. Mais globalement, ce qu'on sait, c'est que les statines ont un effet extrêmement homogène selon l'âge. Il n'y a pas de modification de l'effet en fonction de paramètres, de caractéristiques des patients. Donc il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y aurait pas un effet non plus chez les personnes de 75 ans en bonne santé. Donc ne partons pas dans l'idée aussi qu'il n'y a pas de données probantes, parce que même s'il n'y a pas d'essai randomisé, je suis d'accord. Monsieur Lahaut. Merci. Oui, bonjour. François Kermiche, médecin généraliste dans l'Hérault. J'ai d'abord une réflexion et puis ensuite une question. Ma réflexion, c'était sur la qualité des recommandations. Vous avez cité la présence d'un comité de relecture. Et pour avoir participé à des relectures de recommandations, le comité de relecture n'est pas forcément pris en compte dans les recommandations et pas forcément reconsulté pour évaluer cette relecture derrière. Ça fait donc partie des critères de qualité qui sont assez discutables, compte tenu que dans la pratique, ils ne sont pas forcément très suivis. Et ma question est sur le score de Framingham. Vous avez répondu partiellement tout à l'heure. Y a-t-il d'autres limites à l'utilisation du score de Framingham en dehors de l'âge que vous avez cité tout à l'heure? Merci. Une précision, c'est quand on utilise les scores, il faut avoir les valeurs lipidiques de base initiales avant le traitement. Ça, des fois, les gens mettent le score avec un sous-traitement. Donc, c'est vraiment c'est le paramètre de base du bilan lipidique. Le score évalue pas tous les paramètres. Hein? La sédentarité, le surplus de poids, le stress, les conditions socio-économiques défavorables, vous comprenez, ne sont pas dans le score. Mais on pense que ces scores-là, c'est les paramètres prédominants qu'on pense, mais d'autres facteurs ne sont pas considérés dans ces scores-là. L'outil permet d'utiliser différents scores et on peut voir qu'il y a des différences, des fois, de façon de stratifier selon le score. Donc, des fois, quand on a un score qui est entre la limite léger à modéré, bien, un autre score dirait peut-être que c'est léger, l'autre dirait que c'est modéré. Vous comprenez? Et donc, il y a c'est une estimation qui est quand même bonne, mais avec une marge d'erreur. Alors, des fois, quelqu'un qui est trop sur la limite entre le modéré et élevé pour 1 point de pourcentage, des fois, il faut comme juger aussi que c'est une estimation, hein, de vouloir trop être sur le chiffre. Là. Donc, c'est des repères là aussi, mais dommage pour la revision par les pairs, ben c'est comme pour les articles scientifiques, on espère que ça amène habituellement plus de rigueur, mais pas nécessairement. Et des fois, c'est seulement pour obtenir des commentaires qu'on tient plus ou moins compte. Mais ça c'est très dommage. Mais je pense que nous, le guide, on avait envoyé, je pense, c'est une trentaine de praticiens pour reviser les recommandations, tant la clarté que la justification et tout ça. Alors, je pense que c'est une bonne façon de faire. Au Québec aussi, l'Institut national de santé, avant de publier un guide thérapeutique, va l'envoyer de façon aléatoire à une centaine pour avoir des commentaires. C'est aux praticiens qu'on s'adresse. On veut que si ça correspond à leurs besoins, à leur réalité, etc. Donc, je pense que c'est de bonne loi de le faire, mais ce n'est pas garanti parce que c'est dit que c'est fait. Bon, mais... Disons que c'est, pour revenir sur la compétence d'érudition, ce n'est pas un élément automatique, ce n'est pas parce que c'est présent que ça va permettre de garantir une bonne qualité, mais pour un premier tri initial, tu peux savoir que s'il n'y a pas, ce n'est pas forcément très important de se prolonger sur la lecture, quoi. Je vous propose des réponses un peu plus courtes parce qu'on sent que l'appel du traiteur Pignol est très présent. Je vous en prie. Bonjour, Louis Hidalgo, médecin généraliste à Châtel-Guyon près de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup pour la super plénière.
J'avais une question sur la concrétisation des probabilités de risque. Une fois que le risque a été estimé, qu'on utilise un outil d'aide à la décision qui nous montre les réductions possibles du risque, je me suis souvent dit que ça serait utile d'avoir un autre outil qui permet de comparer ces risques à d'autres risques de la vie réelle, par exemple le risque d'être parmi une population de 100, le risque à 10 ans d'être parmi les 7 qui vont avoir un accident. Qu'est-ce que c'est par rapport au risque d'avoir un accident de voiture, par exemple, ou à d'autres risques plus perceptibles? Alors, en fait, ça rentre sur plusieurs problématiques. C'est déjà, il faudrait individualiser le risque d'accident de voiture. Enfin, je veux dire, il y a cette problématique-là. Et ensuite, on va bloquer probablement aussi sur les niveaux de littératie en santé. C'est-à-dire qu'il y a tellement de biais cognitifs. L'exemple, c'est les gens vont plus avoir peur, je sais pas moi, quand ils vont à la Réunion, de se faire manger par un requin que d'avoir un accident de voiture. En fait, le biais de représentation fait que les comparaisons vont être complexes en fait sur le plan cognitif à vraiment départager. Donc, oui, en illustration, mais par rapport à ta connaissance du patient et aux échanges que tu as de lui, mais d'instaurer un outil comparatif, ça risque d'être un peu lourd et complexe méthodologiquement. Nous avons l'obligation de terminer. Je vous remercie. N'hésitez pas à venir poser vos questions individuellement à nos intervenants. Merci à tous.